De cette vidéo, c'est de vous présenter un chapitre d'histoire niveau 6e qui se nomme Rome, du mythe à l'histoire. Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin des pages 82 à 99. Dans un premier temps, on va essayer de présenter la naissance mythique, légendaire de la ville de Rome grâce à un historien qui s'appelle Tite-Live. Nous pouvons trouver un extrait de cet historien à la page 87. Il s'agit du document 5. Ce document nous permet de comprendre que en moins 753, Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés et élevés. On le verra par une louve. Étant jumeaux, l'ancienneté de l'âge ne pouvait rien décider. Ils appelèrent donc aux dieux. Quand on appelle les dieux, on demande les augures, c'est-à-dire qu'on demande une prédiction ou un présage. Or, ces dieux vont répondre de manière très floue. Et étant donné l'ambiguïté, Romulus va tuer son frère Rémus. Pour rappel, Romulus et Rémus ne sont pas de simples êtres humains. Ils seraient des demi-dieux, car leur père serait le dieu Mars. Comme je vous l'ai dit, ils ont été abandonnés, mais au lieu d'être recueillis de manière banale par une famille, ils auraient été recueillis par une louve. Ainsi, on peut constater que la légende est assez extraordinaire. Les historiens ont essayé d'infirmer ou d'affirmer des éléments archéologiques par rapport à cette légende. Et ils ont constaté qu'il existait tout de même un certain nombre de corrélations étonnantes, notamment le fait que, effectivement, la ville de Rome aurait bien été créée au 8e siècle avant Jésus-Christ. La deuxième idée, c'est que Tite-Live avait affirmé que la rivalité entre les deux frères s'était faite entre l'Aventin et le Palatin, qui sont les deux principales des 7 collines de Rome. Or, il s'avère que les plus anciennes traces archéologiques ont bien été retrouvées sur le Palatin. Et enfin, on a des traces du premier régime politique mis en place dans la ville de Rome. Il s'agit d'une royauté. Or, Romulus n'est pas seulement le fondateur de la ville de Rome, d'après la légende, mais aussi le premier roi. Les rois ont beaucoup aménagé la ville, très rapidement après la naissance de la ville. Ils ont tout d'abord, évidemment, entouré les 7 collines d'une muraille pour protéger les habitants à l'intérieur. Ils ont assaini l'environnement grâce à la création d'un énorme égout, la Cloaca Maxima, et ils en ont profité pour assécher les marais qui se trouvent dans la partie ouest de la ville, dans la partie la plus basse, celle qui ne concerne pas les collines. Et enfin, ils ont édifié de nombreux monuments, notamment des temples, un hippodrome qui s'appelle Grand Cirque sur le plan, mais aussi un énorme forum, c'est-à-dire une place publique autour de laquelle se concentre toute la ville économique, religieuse et politique, et ça, ce dernier point, nous le reverrons. Grand 2, la formation d'un empire à l'époque de la République. Alors là, on va parler de politique, et c'est pourquoi on a besoin de faire un rappel par rapport à ce qu'on a déjà vu avec les cités grecques. Quand on a étudié les cités grecques, on a vu que toutes les cités n'avaient pas le même régime politique. On avait des cités qui étaient des monarchies, c'est-à-dire qui étaient gouvernées par un seul homme qui peut s'appeler un roi, un empereur,
un dictateur, un tyran, un prince. Mais on a aussi des cités grecques qui étaient des oligarchies, c'est-à-dire que seuls les plus riches pouvaient avoir un rôle politique. Et enfin, je vous rappelle qu'on avait étudié Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et qu'on avait constaté que la ville d'Athènes avait fait naître un régime politique qui s'appelait la démocratie, où tous les citoyens avaient le droit de voter. Petite remarque, avant de vous expliquer donc par rapport à Rome. Rome est une civilisation, c'est le nom d'une civilisation. La civilisation romaine a été dirigée dans un premier temps par des rois, puis elle a choisi de mettre en place un régime politique qui s'appelle la République. Or, pendant la République, la ville de Rome a considérablement agrandi son territoire, tellement bien que je vous parlerai d'empire romain à une époque où il n'y a pas encore d'empereur. Là, je vous ai mis cette diapositive pour vous montrer les étapes de la croissance de cet empire. Et vous voyez que l'empire va dans un premier temps s'agrandir lentement entre l'année moins 500 et l'année moins 200, mais ensuite il va y avoir un phénomène d'accélération jusqu'en 52 avant Jésus-Christ, date symbolique de la victoire des Romains sur les Gaulois. À partir donc de la République, on a déjà un empire romain, mais encore une fois, sans empereur. Ici, soit donc vous avez la possibilité de reproduire une frise, soit vous vous contentez de regarder la page 85. Cette frise chronologique que je vous propose insiste sur un certain nombre d'éléments. Le premier, évidemment, c'est la fameuse fondation légendaire de Rome. Si vous avez une date précise, vous pouvez vous contenter de marquer un point sur la frise. Si par contre vous avez tout un siècle à représenter, vous privilégierez plutôt une barre horizontale, un trait horizontal. Quand on a tout un régime politique à mettre en valeur, comme c'est le cas entre l'année moins 509 et l'année moins 27, pour mettre en valeur le régime politique de la République, vous utiliserez un crayon de couleur pour colorier toute la bande de la frise. À l'intérieur de la période de la République, il va falloir noter 3 conquêtes. De moins 509 jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la conquête de l'Italie. Puis le phénomène d'accélération dont je vous parlais à partir du IIIe siècle, où là, vous allez avoir la conquête de tout le bassin méditerranéen, et notamment à partir donc du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire moins 52, la conquête de la Gaule par Jules César. Que se passe-t-il en moins 27 ? Ce grand territoire, cet empire romain, va, à partir de moins 27, avoir un empereur à sa tête, mais seulement à partir de moins 27. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de petite correction avec la page 85 en observant la frise chronologique. Et ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette république. Grand A, le fonctionnement de la République. Dans un premier temps, on peut commencer par une définition. Res publica, en latin chose publique, ça correspond à une forme de gouvernement où le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne et où ceux qui gouvernent sont désignés par la population ou une partie d'entre elles. Et là, on verra que la République romaine était très inégalitaire et qu'en réalité, cette République était plus une oligarchie qu'une démocratie. Les citoyens, qui possèdent les droits juridiques, civiques et politiques,
votaient en fonction de leurs finances, et plus ils étaient riches, plus ils votaient tôt. C'est pourquoi, en réalité, les citoyens les plus riches étaient ceux qui élisaient les magistrats, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient la cité, et qui votaient les lois. Il existait toute une hiérarchie à l'intérieur des magistrats, c'est ce qu'on appelle le cursus honorum, et on le verra, le cursus, le bout du cursus, ce qui est le plus honorifique, c'est d'être consul. Que devenaient les anciens magistrats? Ils devenaient des sénateurs, au nombre de 300, et les sénateurs avaient un grand rôle de conseil lorsqu'ils se réunissaient à la curie, c'est-à-dire autour du fameux forum romain dont je vous parlais tout à l'heure. Grand B, la domination de Rome entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme je vous le disais, les consuls étaient des magistrats très honorés parce qu'ils dirigeaient l'armée. Or, pendant toute cette période de la République, comme vous l'aurez compris, il va y avoir énormément de conquêtes, tellement bien que les citoyens sont associés au statut de soldats en tant que légionnaires. Pour résumer, je vous propose cette petite fiche récapitulative que vous pourrez retrouver dans votre manuel. Je vous remercie pour votre attention.